BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et un grand salut à toutes et à tous, merci d'être là pour De quoi je me mêle et puis surtout, bonnes vacances. J'espère que vous en profitez bien. C'est le dernier De quoi je me mêle de cette saison, après quelques semaines de congé. Et on reviendra toute fin août, bien sûr, avec, comme d'habitude, ce rendez-vous dédié à la tech du week-end. Évidemment, très heureux de vous retrouver. Pour ce dernier De quoi je me mêle de cette saison 2024-2025, eh bien, on va plonger dans l'actualité high-tech qui ne s'arrête pas durant cet été. On va en parler avec nos deux experts qui sont là. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux. Un grand merci d'être là et bienvenue. Un club de la presse IT estival avec Mélinda Davant-Soulas qui est toujours là avant de partir en vacances. Merci Mélinda d'être là. Bientôt les vacances, bientôt. On y arrive. Bonjour François, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et voilà, journaliste à la rédaction de Tech Co. Et il est venu nous rendre visite encore une fois cette semaine, car il n'est pas encore en vacances. C'est Nicolas Guyot. Salut mon Nico. Salut François, salut Mélinda. En fait, l'actu s'arrête jamais, effectivement. Il faut que tu prennes des couleurs un peu haut. Ah ouais, sinon ça va faire bizarre la rentrée là. Ouais, ça va. Franchement, transparent. Comme les écrans OLED. Voilà, ça, totalement. Ça va être ça. Donc, Nicolas Guyot, rédacteur en chef de clubic.com. L'actu ne s'arrête pas sur Clubic aussi, tout à fait, bien sûr. Voilà. On a une belle fin, on a un bel été au niveau. Ouais, il y a pas mal de choses, franchement. En tout cas, aux States, non, mais de toute façon, tant que les Américains sont pas en vacances, nous non plus. Ça continue, voilà. Ça plus. commence le 1er août pour eux, donc on a peu de temps. Ouais, il y a un peu de temps. Alors. Au menu de ce De quoi je me mêle, beaucoup d'actu et on va commencer par Apple. Une fois n'est pas coutume, parce qu'il y a pas mal de choses concernant Apple. On va peut-être débuter par un sujet assez important et grave. C'est, on va dire, la gouvernance d'Apple. Vous le savez, on en avait parlé la semaine dernière. Le numéro 2 d'Apple est parti, Jeff Williams. Un historique d'Apple que tu connaissais peut-être. Enfin, est-ce qu'il était, c'était quelqu'un plutôt discret, plutôt de... Tout à fait. C'est pas celui qu'on voyait le plus sur les conférences. Il est un peu, j'ai même envie de dire, comme Tim Cook. Oui, un peu dans l'ombre du temps de Tim Cook, de Steve Jobs, ou même au début de sa prise de fonction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'opérationnel, la logistique, donc très en retrait. Ouais. Il ne fait pas partie des Craig Federighi, des Greg Joswiak, de ces gens qu'on voit à chaque conférence, qu'on voit avant, qu'on voit après, qui se mêlent à la foule et qu'on entend. Jeff Williams, est-ce que vous vous souvenez des nombreuses interventions ? Ça arrivait, mais c'était très discret. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que son départ en dit énormément sur tout ce qui se prépare derrière. Alors, rappelons ce qu'il faisait. C'était un peu le grand Manitou des usines, ce gars-là. Ouais, c'est-à-dire que c'est lui qui gérait toute la supply chain de chez Apple, Nico, c'est ça ? Voilà. C'est le chef d'orchestre de la fabrication de ces dizaines et ces dizaines de millions d'iPhone. L'organisation, justement, comment fabriquer autant d'iPhone, les expédier pour qu'ils soient en temps et en heure dans les boutiques au moment des lancements. Voilà. C'est vraiment l'approvisionnement. On ne peut pas dire mieux. C'est le nerf de la guerre. C'est le successeur c'est ce que faisait Tim Cook, en fait, avant de prendre la direction. Et voilà, il avait été recruté pour ça. Steve Jobs l'avait fait venir Tim Cook pour justement gérer et s'assurer que tout marche. C'est pour ça qu'Apple n'a jamais eu de problème durant la crise des composants, parce qu'en fait, ils anticipent tout. C'est vraiment une des forces de l'entreprise d'anticiper sur 6 mois, 9 mois, 1 an, toute la production, de s'assurer qu'ils auront bien tout ce qu'il faut. On n'a quasiment jamais entendu parler de pénurie chez Apple, alors que toutes les marques ont dit « oh là là, on ne peut pas fournir ». Parce que c'est grâce au travail de l'ombre de ce service-là. Voilà. Et surtout, il faut expliquer un peu ce qui se cache derrière. C'est quand tu as un téléphone qui est sur le point de sortir. Nous, quand on fait nos sous gras sur un iPhone et qu'on dit dans une semaine, il arrive, il n'arrive pas à 10 exemplaires. Non. Il arrive à des dizaines et des dizaines de millions d'exemplaires. Et surtout, il n'a pas été fait une semaine avant. Voilà, il n'a pas été fait donc une semaine avant. Ça a très peu fuité. Et généralement, il n'y a pas de problème de production. Ce n'est pas des produits qui sont bâclés. Bien sûr. Donc, avec la finition Apple, l'exigence, etc., de durabilité, de packaging, etc. Typiquement, l'iPhone 17 qui va être annoncé en mi-septembre, il est déjà fabriqué, en fait. En tout cas, les usines tournent à fond. Et ils sont cachés dans des hangars avant d'être expédiés dans le monde entier le jour J. Enfin, pas le jour J, mais quelques jours avant. Et même quand il y a eu les droits de douane de Donald Trump, les fameux tarifs, là, qui sont volés. On a fait nos choux aussi dessus. En fait, Apple a réussi quand même à importer aux États-Unis des containers d'iPhone complets. Parce que les gars, en fait, ils sont super forts, quoi. Ils sont capables de te réserver X avions, des bateaux, des machins. Et tout ça, ça part directement avant l'application des droits de douane. Et c'est grâce à Jeff Williams, aux gens qui travaillent avec lui. Et c'est un vrai travail de l'ombre, mais primordial dans les grosses sociétés. Là, on parle d'Apple, mais chez Samsung, c'est pareil.
il n'y a jamais de pénurie. En effet, comme tu dis, ils ont pu approvisionner tout en Inde, puis en Inde aux États-Unis, sans que ça pose le moindre problème, sans qu'il y ait de soucis. Ce qui est drôle, c'est que Jeff Williams, voilà, super discret. Sabi Khan qui arrive derrière, encore plus discret, quoi. Pour le coup, c'est quelqu'un alors pas qu'on n'a pas vu venir, parce que c'est un des noms qu'on voit, nous, qu'on croise souvent, mais ça a l'air d'être vraiment le même profil, et ça en dit long, justement, dans le choix stratégique d'Apple. Il y a une étude qui est sortie, Lightspeed, là, qui est un cabinet d'analystes, qui a balancé quand même un pavé dans la mare en disant que ce n'est plus le profil de Tim Cook qu'il faut pour le bien d'Apple. C'est-à-dire qu'il ne faut plus quelqu'un qui vienne de la logistique, il faut réaxer. C'était très bien en 2011, quand il a pris les rênes parce qu'il fallait assurer la pérennité de l'entreprise. Enfin, il l'a très bien vu, on a vu capitalisation et tout. Il faut quelqu'un maintenant qui vienne du produit. Le départ de Jeff Williams, enfin, la mise en retraite et en retrait d'Apple, ça en dit long aussi là-dessus. C'est-à-dire que le successeur, un temps ça avait été lui parce que justement profil identique, ce sera clairement pas lui, déjà parce qu'il a le même âge aussi. On reproche à Tim Cook d'être trop opérationnel et pas assez disruptif. Oui, voilà. Mais, vrai. Voilà. Mais Tim Cook, en fait, il ne faut pas non plus c'est ce qu'on lui a demandé, d'un autre côté. Jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est qu'en fait, il a aussi suivi le testament de Steve Jobs sur beaucoup de choses. En fait, il a déroulé les plans. Et c'était parfait. En fait, Apple, aujourd'hui, c'est plus 1400% depuis le décès de la valeur de l'action, depuis le décès de Steve Jobs. Donc, en fait, c'est une boîte qui cartonne. Alors, on a déjà évoqué ce sujet la semaine dernière. Voilà. Pourquoi on en reparle? Parce que ça évolue. Et il y a cette petite musique qui est en train de monter où on se dit, est-ce que ça serait pas la fin? Enfin, on se rapprocherait pas de la fin de règne de Tim Cook, en fait? Oui. Tu vois, et c'est la question qu'on peut se poser et qui est quand même importante. Lui, en 2021, quand on lui a demandé pour ses 10 ans, il a dit « je ne serai plus là, dans 10 ans, je ne serai plus là ». Oui, dans 10 ans, quoi. Oui, mais dans 10 ans, c'est dans 5 ans, finalement. Il a 64, 65 ans. Donc oui, il commence à préparer la succession. Est-ce que c'est une succession l'année prochaine? Clairement non. Est-ce que c'est une succession à horizon 2-3 ans? Ça semble un peu plus crédible. Mais pour qui? Pourquoi? Quelle orientation? La question, c'est est-ce qu'ils veulent aller dans la continuité ou faire une réelle rupture avec la période Tim Cook, quoi. En fait, c'est ça le problème. Moi, je pense que Tim Cook, il est en train de payer tous ces errements, on va dire, sur l'intelligence artificielle. Oui, mais ça, c'est récent, finalement. Oui, mais c'est récent, mais en fait, ça va très vite. Ça va très, très vite. Tu vois, Apple, cette année, c'est moins 14% le cours de l'action. Donc, en fait, tu as des actionnaires derrière tout ça. Des actionnaires, à un moment, et on va dire, bon, quand t'es gentil, Tim, là, tu t'es planté sur Apple Intelligence, sur Siri, t'arrives pas à racheter Perplexity, il y a eu une offre, visiblement, c'est pas passé. Là, en ce moment, il y a une petite rumeur qui tourne sur Mistral. Alors voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que... Alors, ça fait quelques jours qu'il y a cette rumeur. Rien de concret. C'est Mark Gurman qui a balancé ça. Et alors, où on se dit que c'est pas forcément hyper sérieux, c'est que, rappelez-vous, il y a 2 semaines, on avait la même rumeur concernant Perplexity. Que Apple serait sur le point de racheter Perplexity, qui est ce moteur de recherche boosté l'IA qui révolutionne la manière dont on recherche l'information. Là, maintenant, on parle plus de Perplexity, on parle de Mistral, notre pépite française. Parce qu'en fait, ils ont besoin de mettre un moteur dans leur Apple Intelligence. Moi, je pense qu'ils sont bloqués. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait aussi catégorique que toi, mais je vois l'idée, quand on a vu Greg Joswiak, nous, au mois de juin, on s'est entretenu avec lui, il nous a déjà glissé Mistral parmi les entreprises qui étaient florissantes, qui marchaient bien. Perplexity, je pense qu'ils sont sur un problème, c'est-à-dire qu'ils ont leur modèle, Apple Intelligence. Si on accepte Siri, je mets le cas Siri à part, qui quelque part a toujours été un problème, Siri depuis le début pour Apple. L'IA chez eux, d'ailleurs Siri qui se déclenche sur mon téléphone. Normal, logique. Désolé pour tous les autres. Ils ont besoin de se trouver une légitimité. C'est-à-dire qu'ils ont tenté un partenariat avec OpenAI, un peu du bout des lèvres parce qu'on nous en avait beaucoup parlé au moment de l'annonce d'Apple Intelligence, puis ça a complètement disparu, puis là on en a reparlé au mois de juin. Ils ne savent pas trop quoi en faire. Ils essaient d'expliquer que voilà, tout ce qui va être un peu touchy, ce sera OpenAI, mais ce sera clean. Maintenant, on cherche un peu plus de légitimité. Perplexity, c'est un moteur de recherche. Ça peut être intéressant comme approche de l'IA. Bon, ça ne marche pas. Mistral, ils ont bonne cote. On a l'impression qu'ils cherchent surtout une espèce de légitimité sur l'IA générative, parce que le reste des services à l'IA, ils savent le faire. Ils n'ont pas ce problème-là. Donc moi, je pense que c'est leur problème. Ils ont perdu un des responsables d'Apple Intelligence, qui est parti pour 200 millions chez Meta. Ça veut dire qu'ils cherchent un virage. Ils ont racheté une start-up IA aussi pour faire la même chose. Je pense qu'il y a complètement une remise à plat de l'approche
Il y a génératif chez eux. Moi, je pense surtout qu'ils ont un gros trou dans la raquette. Hein. Tu regardes Android aujourd'hui, Google, tous les Pixel ou même les Samsung, tu appuies sur un bouton, tu as Gemini. Gemini, tu peux avoir de réelles discussions avec lui, avec l'assistant. Alors, même s'il y a un tout petit décalage, on en a déjà parlé ici. C'est très performant, Gemini. Voilà. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui sur un iPhone. Ouais, mais d'un côté, tu as ChatGPT sur l'iPhone. Tu vois. Voilà, mais oui. Tu as l'appli ChatGPT. C'est toujours le problème. Ils ont tout, mais pas eux. Quoi. Voilà, alors, c'est ça. C'est justement peut-être ça. Mais le débat, la question qui devrait se poser, c'est est-ce qu'ils doivent être, on va dire, leaders sur l'IA, ou est-ce que finalement, ils sont leaders sur le hardware, qu'ils le restent, et qu'ils permettent justement à des services d'IA tiers de pouvoir s'installer sur le téléphone. C'est ça la question. Bah, c'est peut-être ça qui va se passer. Mais ils ont tout. Mais bon, voilà, Mistral, ils seraient intéressés par Mistral. Ça pose d'ailleurs plein de questions, même géopolitiques. Mistral, qui est une pépite française, imaginez que ça aille du côté de Cupertino et que ça quitte le territoire français, ça serait dramatique. Moi, je pense que c'est trop gros. C'est trop gros pour eux. Il n'y a pas d'achat. Ces dernières années, quand on regarde... Apple, c'est une boîte qui a racheté, je ne sais pas, une vingtaine ou trentaine de startups ces dernières années. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, ils ont racheté 2 startups. Et justement, dont une startup IA. Donc, c'est trop gros, Mistral. Ça va être trop cher. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Tu vois. Mais en fait, jusqu'ici, il faut les faire rentrer dans un projet. Et Mistral, c'est un projet en lui-même. C'est ça le problème. Pour moi, c'est là où des petites entités qui vont être sous giron Apple, ça leur plaît. Non, mais le problème, c'est quand tout va bien, effectivement, tu peux te permettre d'acheter des startups, affiner un petit peu ton offre en rajoutant des talents et des nouveaux services. Mais là, le truc, c'est que quand ça commence à aller mal, et on le voit avec les très gros, dans l'histoire de l'informatique, quand des Microsoft fait des grosses acquisitions quand ils étaient largués sur les réseaux sociaux, quand IBM, pareil, a fait des grosses acquisitions pour rester dans le coup. À un moment, quand tu n'es plus dans le coup en interne, tu es obligé d'avoir une croissance externe. Ouais, après, moi, je suis assez d'accord avec François. Moi, j'ai tendance à me servir de Gemini, de ChatGPT ou autre quand j'ai besoin d'un truc. Sur ton iPhone. Qu'est-ce que Siri m'apporterait de plus ? Non, mais très honnêtement, on attend d'Apple des miracles avec Siri qui n'a jamais été un outil miraculeux. Ouais. Moi, je préfère que leurs autres services à côté à l'IA soient performants. Et Siri, je passerai à autre chose. C'est pas une fuite en avant, justement, parce qu'ils ont fait des promesses. Ah, mais ça je suis d'accord. Les promesses, c'est un truc. Les promesses, ils n'ont pas réussi à tenir. Et là, ils se disent, bon, on va y arriver en achetant c'est c'est vrai qu'il y a ces promesses qu'ils ont tenues ils ont lancé l'année dernière et qui ne sont pas tenues. Et même, on va revenir sur le hardware. C'est quand même la grande force, la synchronisation hardware-logiciel chez Apple. Tout était aligné, les planètes étaient alignées avec les boutons, les machins, tout est en fait, on se dit, ben voilà, il est prêt, mais il manque plus que la petite brique. Pour moi, ils sont avancés sur Siri pour être dans l'air du temps, et c'est leur grosse erreur, parce que finalement, on n'attendait pas, ils auraient dû y aller progressivement, c'est-à-dire ne rien annoncer sur Siri, et progressivement faire monter en puissance Siri. Le problème, c'est qu'ils ont passé la barre très haut, tout de suite, en promettant monts et merveilles, notamment avec Siri, et Siri n'était pas prêt. Le reste est prêt, le reste tourne, voilà, c'est très bien. Mais Siri, pour moi, ils se sont tirés une balle dans le pied en promettant Siri, et Siri n'a jamais été à la hauteur des attentes. Et peut-être que cet été sera un été plein de rebondissements, si effectivement ce rachat de Mistral se confirme. Encore une fois, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, on ne s'affole pas, mais on voulait vous en parler parce que, Mark Gurman, c'est pas un rigolo. Quand il dit des trucs, en général, rappelons-le, c'est un journaliste de Bloomberg qui est hyper bien renseigné et qui sait plein de choses qui s'avèrent être exactes. Voilà, le gars, il a vraiment les infos de l'interne. Non, mais la semaine dernière, on en parlait, on disait, Tim Cook, jusqu'en 2030, etc. Une semaine plus tard, attention, il peut dégager rapidement. Ouais, ça bouge beaucoup. Bon, après, les rumeurs disent qu'il resterait quand même dans l'organigramme. Il dit qu'il resterait quand même. Bien sûr, mais comme toujours, ils ont toujours des postes après un peu honorifiques, ces gens-là. Ils quittent pas la boîte tout de suite. Et puis, Tim Cook, c'est aujourd'hui la mémoire d'Apple, donc il faut qu'il insuffle encore pas mal de choses. Mais combien de temps va-t-il rester à l'opérationnel ? C'est ça la question. Moi, 3-4 ans, 3-4 ans encore ? On verra. Les paris sont lancés, les amis. Dernière petite actu concernant Apple. Après, on passera à SFR. Eh bien, c'est le Vision Pro. Voilà. Nico, le Vision Pro qui... on pensait que finalement, avec ce premier modèle qui ne s'est pas vendu comme Apple le souhaitait. Enfin, on ne sait même pas. Peut-être que Apple avait prévu quelques centaines de milliers d'exemplaires et que finalement, ils sont dans les clous. On ne sait pas. Avec Apple, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça n'a pas été... On va dire. On ne voit pas des gars dans le métro avec des Vision Pro, on va pas se mentir. Parce qu'à 4000 balles, c'est compliqué. J'ai envie de te faire voler dans le métro. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je trouve qu'il y a quand même une espèce de paresse de la part des développeurs. C'est-à-dire qu'au-delà du nombre d'appareils vendus, on se doutait bien que ça n'allait pas être un carton.
je trouve qu'il y a une inertie quand même au niveau des développeurs. Il n'y a pas grand-chose qui sort. Si t'as pas de marché, c'est tu vois, alors il y a un documentaire par-ci par-là qui sort, mais qui sont souvent produits par Apple, tu vois. Voilà. Oui. Mais on va pas dire que c'est la course chez les développeurs pour annoncer leurs nouveautés sur le Vision Pro, je trouve. Après, je me trompe peut-être. On en a vu pas mal au mois de juin, nous, des développeurs à la conférence WWDC, mais parce que c'était le lieu aussi. Il y a un peu plus d'engouement. Je trouve que ce à quoi je m'attendais. J'étais un peu alignée comme toi parce qu'on n'en parle pas, mais d'un autre côté, en effet, un produit qui se vend à si peu d'exemplaires, pour le moment, c'est un peu le B2B qui se parle, quoi. Les développeurs parlent aux développeurs. Mais il y a quelques applis intéressantes. Moi, je pense que c'est pas le moment encore du Vision Pro, qui est un super produit, honnêtement. C'est un produit très bien. Même moi, je sais reconnaître la qualité technique et technologique, mais c'est pas pour autant que j'utilise plus que ça. Les usages, j'en ai sur le divertissement, sur des choses comme ça, de temps en temps pour aller voir les nouveautés. C'est un produit qui est ultra bluffant, mais pour moi, c'est pas son moment encore. Donc, est-ce qu'ils auront la patience d'attendre que ça le soit ? Ça en a tout l'air. Est-ce que les gens y viendront vraiment un jour ? Je sais pas, mais dans le métro, non. Voilà, il y a toujours cette rumeur d'un Vision Pro plus accessible. Déjà, ça et pour l'instant, voilà, il n'est pas prêt d'arriver. Hein. Visiblement, ce ne serait pas avant 2027. Là-dessus, ils sont bloqués. Par contre, il y a une mise à jour qui devrait sortir là, très prochainement, où il y aurait une augmentation de la puissance du Vision Pro en passage sur une puce M4 et de l'ergonomie, parce qu'en fait, c'est surtout le produit qui est remonté. Ergonomie, la façon de le porter, en fait, voilà, il est un peu lourd à la longueur, etc. Il y a plusieurs systèmes de sangles, et le système de sangle que les gens utilisent, hein, le système le moins sexy, où il y en a une devant, une derrière. Bon, voilà, donc il y aurait un nouveau système de sangle qui serait peut-être même rétro-compatible avec ceux qui ont déjà acheté le Vision Pro. Et donc voilà, donc là le but, c'est en fait d'envoyer un message comme quoi en fait Apple n'abandonne pas son casque. Ouais. Et voilà, le prix ne changerait pas. Donc, avec une roadmap assez ambitieuse dans les mois, les années qui viennent, avec un nouveau Vision Pro qui sortirait, moins cher, plus léger. Après, il y aurait un Vision Pro 2 qui serait annoncé en 2027, qui lui serait l'état de l'art technologique et des avancées technologiques en 2027. Et design aussi. Donc voilà, ça avance. Parallèlement, il y a toujours cette histoire de lunettes connectées qui... Tu les attends, hein. Ouais, mais parce que tout le monde les attend. Et c'est aussi ce qu'on reproche un petit peu à Tim Cook. Par exemple, les lunettes il a raté quand même. Il a raté, quoi. Meta, ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont dessus. On voit tous, on n'arrête pas de dire c'est pas mal leur truc. Et le gars, il est toujours avec son Apple Vision Pro. C'est génial. C'est pas le même usage. Mais c'est pas le même prix non plus, quoi. C'est pas le même prix, pas le même usage, quoi. Non, mais un produit 10 fois plus cher. En fait, là, il faut pas oublier que Apple fait des produits grand public à la base. Mais c'est vrai que je trouve que Nico a raison. Typiquement, les lunettes connectées, c'est un produit qu'Apple aurait pu développer et sortir, tu vois. Ils sont bons dans le design. Ils auraient pu s'adosser, comme ils l'ont fait avec les Apple Watch, à des marques prestigieuses, tu vois, de bracelets, enfin, en tout cas, de lunettes. Oui, bien sûr. Tu vois, et j'ai l'impression qu'ils ont raté ce truc. Même si tu rajoutes pas encore de l'affichage holographique, etc., mais de simples lunettes, un peu à la AirPods, avec... Oui, mais justement, on en a déjà parlé. Le problème pour eux des lunettes par rapport à Meta, c'est que ça va phagocyter potentiellement chez eux des marchés. Je crois pas. Ouais, mais tu vas pas acheter des lunettes Apple si elles font musique et des AirPods. Ouais, mais là le problème c'est qu'après il y a une image aussi. Apple a une image d'une boîte innovante. Et en fait le problème c'est soit tu innoves effectivement avec des produits ultra chers et puis ça devient des produits de niche et voilà que personne ne peut se payer. Nous on les regarde tous, tu vois les commentaires de nos lecteurs, même nous, on dit c'est super produit, mais est-ce que je mettrais 4000 balles pour acheter ça ? Non, je mettrais jamais 4000 balles. Par contre, des lunettes vachement accessibles qui font effectivement écouteurs, mais ils ont 2-3 fonctions. On peut passer ses coups de fil, il y a de l'IA, bref, on peut faire plein de choses avec. C'est simple, basique, accessible, 300 balles, 400 balles. Perso, ça j'ai envie d'acheter. D'ailleurs, personnellement, j'en ai acheté. Il y a les Oakley qui ont été annoncés hier chez Meta. Ça, c'est des produits que les gens ont envie d'avoir. Et c'est dans leur budget. C'est pas un truc, t'as pas obligé d'appeler ton banquier pour t'acheter un casque VR, quoi. Mais autant j'y crois, moi, au niveau... Je suis d'accord, ils ont tous les atouts. Je pense que la gamme de produits n'était pas du tout dans leur spectre. Parce que, fondamentalement, tu prends des photos avec et tu écoutes de la musique. Des choses que tu peux déjà faire avec leurs produits. Donc, je pense qu'il y a en interne des querelles potentielles sur les divisions. Ouais, mais tu prends un iPad Pro et un MacBook Air, par exemple.
Tu vois, il y a plein de similitudes. Il y a plein de gens qui se sont posé la question, est-ce que je vais acheter un iPad Pro ou un MacBook Air? Et finalement, les deux produits peut-être rentrent en concurrence. Mais finalement, ça fait partie de la loi de la tech. Oui, mais au bout d'un moment, il faut que tu arbitres et que tu dises, OK, je préfère créer un produit qui va peut-être phagocyter ma gamme, mais qui va me ramener des clients parce que je préfère qu'ils viennent chez moi, qu'ils aillent chez Meta ou chez Samsung ou je sais pas chez qui, tu vois. C'est aussi ces questions-là que tu peux te poser. Mais justement, tu vois, ils se sont posé la question sur les iPad, MacBook Air, même plus et iPad Pro. Au final, ils ont voulu faire croire que l'iPad allait pouvoir remplacer le Mac et puis ils se sont aperçus que ils étaient en train de se tuer aussi des cibles. En ce moment, ils sont en train de faire un virage vers un message autre. Donc moi, je pense qu'ils auraient dû, je suis d'accord avec toi, aller sur les lunettes. Je pense que sur des querelles internes, ils ne peuvent pas. Mais c'est devenu une trop grosse boîte en fait. La politique, il y a plein de choses. Toi, quand Steve Jobs sort l'iPhone, à la base, c'était pas l'iPhone qui devait sortir. C'était l'iPad. Sauf qu'en fait, justement, en avançant sur le projet, ils sont aperçus qu'il y avait déjà des fabricants qui commençaient à sortir des produits tactiles, des smartphones tactiles, et que globalement, il y avait quelque chose à faire. Pour moi, c'est trop limité les lunettes pour eux sur les possibilités. Ils te sortiront directement des lunettes où tu auras le téléphone dedans, où tu auras beaucoup plus de trucs. Le problème, il est là pour moi. Mais ils seront en retard. Voilà, ils seront en retard. Et ils auront peut-être laissé passer le train de l'innovation. Le train, virgule, de l'innovation, point. Ça, c'est vraiment la phrase de l'été, le train de l'innovation. Non, mais c'est magnifique. Train des vacances, je préfère, mais bon. Il est en grève chez Apple. Chez Apple, il est bloqué en gare. Ouais. Allez, on enchaîne avec SFR, l'opérateur télécom, le second opérateur télécom français, qui, vous le savez, est un petit peu dans la tourmente en ce moment, parce que évidemment, il y a ces rumeurs de démantèlement d'SFR, que SFR serait à vendre. Évidemment, ça va prendre du temps, mais pendant ce temps-là, la stratégie d'SFR se poursuit. Ils ont annoncé une nouvelle box qui a l'air plutôt pas mal. Elle est plutôt cool, qui sortira à la rentrée. Et ils ont annoncé, là, il y a quelques jours, des box 5G. Et je trouve que c'est intéressant comme produit parce que, mine de rien, ça permet à tous ceux qui ne sont pas éligibles à la fibre, mais qui sont dans une zone à proximité d'une borne 5G, de pouvoir avoir quand même un confort de connexion sans passer par Starlink, avoir un truc un peu simple, quoi. Et j'irais même plus loin, en fait, sans intervention de technicien. En fait, tu déménages, tu arrives dans un quartier qui est couvert par la 5G, t'as pas besoin de faire venir un gars qui t'installe la fibre, qui va tirer un câble chez toi, etc. Est-ce qu'ils font ça? Parce que je crois que tout dépend des zones éligibles. Oui. Je sais pas, il faudrait. Oui, il faut que tu sois en zone éligible 5G. Oui, mais est-ce que par exemple, si tu es dans une zone fibre, tu es dans une zone éligible? Je suis pas sûr. C'était Bouygues à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils privilégient la fibre quand même. Oui, mais si ton immeuble n'est pas fibré, s'il n'est pas fibré et que. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup dans les grandes villes? Écoute, à Paris, notre productrice Léa, qui est en plein cœur de Paris, est dans un immeuble qui n'est pas fibré. Incroyable. Elle a encore de l'ADSL. C'est honteux. D'ailleurs, je me moque un peu d'elle. Donc là, c'est une offre à 45 € par mois, triple play. Tu as du débit comme une bonne offre fibre d'il y a quelques années. Alors, ils disent 1,1 gigabit. Bon, il faut voir. Après, c'est les débits théoriques. Là aussi, ça dépend. Si tu es sous une antenne, effectivement, tu auras le 1,1. Mais bon, c'est largement suffisant si tu n'as pas un grand foyer, si tu ne consommes pas énorme en 4K, s'il n'y a pas 3 personnes qui veulent regarder un film en 4K simultanément. Tu la prends sous le bras en vacances? Tu peux l'amener en vacances. Ça, je ne sais pas si ça marche. Alors, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Est-ce que tu peux prendre ta box 5G et partir à la Baule pour avoir du très haut débit? Je pense qu'il faut les prévenir, à mon avis, avant. Alors, c'est ça ma question, parce que je me souviens qu'il y avait ça, les premières box, je crois que c'était chez Bouygues, box 5G, qui était pour les gens qui n'avaient pas justement de possibilité de connexion Internet, mais qui avaient déjà 4G, 5G dans leur secteur. L'idée, c'est que tu pouvais un peu la bouger. Est-ce que celle-là, ce serait pratique? Parce que alors ça, pour le coup, ce serait super pratique. La question se pose, il y a eu une étude qui était sortie des gens qui n'avaient plus d'abonnement, là. Le baromètre de l'ARCEP est sorti, en disant les gens ont de moins en moins de connexion à la maison et se servent de leur smartphone parce que on a 200 gigas maintenant. Partage de connexion. Donc ce serait dans la logique des choses. Alors il y a deux trucs intéressants parce qu'il y a deux offres. Il y a SFR qui lance sa box 5G à 45 € où tu as la télé et tu as une ligne fixe, un peu comme une box. Mais tu as de la télé. C'est-à-dire qu'avec la 5G, tu peux regarder ta télé comme tu le ferais si tu as la fibre. Tu dois liquider ton forfait.
Non, parce que c'est illimité. Bah oui, c'est ça. Et puis t'as un vrai routeur derrière. C'est-à-dire t'as des emplacements, t'as trois ports réseau gigabit Ethernet, t'as le Wi-Fi 6. En fait, voilà, c'est une vraie box. Comment ils rentabilisent parce qu'en fait, je pense que l'infrastructure, elle est déjà là. Hein. C'est juste un client en plus. Bon, pour moi, ils voient ça comme un client, un gros consommateur mobile équivalent. Après, tu es sur un forfait quand même à 45 € par mois. Bah ouais. Donc, après, sincèrement, entre faire venir des techniciens pour t'installer la fibre chez toi, tout ce qui est... voilà. Après, bon, la fibre, c'est la fibre. Quoi. Ouais. Tu vois... T'as pas de contrainte de raccordement. Non, t'as pas de contrainte de raccordement. Voilà. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de voir des câbles partout chez eux. Donc 45 €, c'est la version SFR, mais tu as une version à 30 € chez Red. Où là, tu n'as qu'un accès Internet. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de télé, mais il y a plein de gens qui s'en contentent amplement. En illimité aussi ? En illimité aussi. 30 € en illimité, c'est pas mal quand même. Alors, par contre, attention, tu as des frais d'ouverture et des frais de résiliation. Ouais, ça c'est classique, ça c'est une box. Le fameux 19, voilà. Ouais. Oui, mais c'est quand même... 20 € ou 30 €, je sais plus. 19 € d'activation et 19 € de résiliation. Pour appuyer sur un bouton, moi je trouve que c'est pas mal. Ouais. Mais bon. Et t'as comment ça s'appelle, une plateforme de streaming au choix en mode gratuit, un Netflix, Amazon Prime ou un an gratos. Non, 6 mois. 6 mois gratuits. Et c'est l'offre avec pub. Oui. Bon. Et c'est valable que pour la box SFR, je crois. Voilà. Pas la box Red. T'as pas de télé avec l'autre, donc. Mais franchement, 30 balles. C'est pas mal, en illimité, franchement. Voilà, t'as pas la fibre. T'es dans une zone éligible 5G. T'es pas un féru de download de dingue pour des usages traditionnels, c'est plutôt cool, quoi. Reste à savoir si on peut l'emmener en vacances. Et on est parfait. Voilà. Et puis vérifiez quand même aussi avec votre téléphone avant de souscrire ce genre d'offre si vous captez bien la 5G chez vous, parce que si vous êtes dans un immeuble moderne avec beaucoup de béton armé notamment. Mon réseau mobile, sur le site de l'ARCEP, mon réseau mobile qui permet de savoir quel est le meilleur opérateur à côté de chez vous. Ça c'est pas mal, très utile. Le mieux c'est aussi le téléphone. Hein. Vous mettez avec votre téléphone là où vous allez poser la box, s'il n'y a pas le signal 5G, laisse tomber. Vous oubliez, hein, c'est que ça passe pas. Bon, encore faut-il être chez le même opérateur. Voilà. Bah oui. Mais généralement, alors, là aussi, l'intérêt, c'est que si vous êtes chez SFR, ce genre d'offre, vous avez des réductions sur votre abonnement mobile si vous prenez en plus. Parce que c'est éligible à des réductions, etc., comme le font et compagnie. Les opérateurs. Voilà, ça, c'est bien de cumuler. Ça permet de faire des petites économies. Bon. Et on n'a pas parlé de la box fibre qui est vachement bien. Elle a l'air très cool. Voilà, donc elle ressemble un petit peu à la Livebox, hein, vous l'avez vu, avec son afficheur à encre électronique en façade. Wi-Fi 7. Du vrai Wi-Fi 7, je voulais dire. Avec des bandes 5 et 6 gigas, voilà, donc ça dépote. Ça déborde, donc tribande, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et oui, il est compatible Thread, c'est en fait pour tous vos objets connectés. Ça sert de pont Thread. Voilà, et ça fonctionne avec Matter, donc avec tous les services. Box domotique à fond, quoi. Voilà, donc domotique à fond, et puis vous avez effectivement la connectique derrière qui est nickel. C'est un bon produit, il faut le dire, hein, ça a vraiment progressé. Et il propose jusqu'à 8 gigabits en débit symétrique. Pas mal, il faut être éligible là aussi. Mais sincèrement, belle évolution de box. On a une belle année sur les box, hein, François. C'est une très très belle année. Oui, en fait, il y a surtout Wi-Fi 7 maintenant. Il y a une vraie concurrence. Enfin, Bouygues qui arrivait avec son offre à 24 balles, où tu te retrouves avec 8 gigabits. Alors, t'as que ça, mais c'est le top. Alors, justement, moi je pense que Bouygues est toujours en avance avec son offre où il y a uniquement la fibre. Et ça, moi j'attends ça, parce que là, la box, elle est très bien. Mais on n'a pas encore les tarifs. La télé, non, il n'y a pas les tarifs. Voilà, ça va arriver à la rentrée. Les tarifs, on parle pas de choses qui fâchent. Mais rappelons qu'SFR est très agressif en ce moment parce qu'ils essaient de capter des nouveaux clients et on risque d'avoir une bonne surprise. À mon avis, cette box ne coûtera pas. Coûtera moins cher que l'équivalent Orange, par exemple. Et de fidéliser aussi, parce qu'en fait, cette box, ils vont la proposer pour l'instant aux abonnés SFR qui ont un peu d'ancienneté et qui ont envie d'essayer. Après, moi, souvent, on me dit mais attends, mais il ne faut pas s'abonner chez SFR, ils vont être vendus et tout ça. Mais franchement, c'est... Et quand bien même. Sincèrement, ça n'a aucun sens de dire ça. Parce que même si SFR est vendu, vous vous rendez compte que ça va prendre 1 an, voire 2 ans, et puis, je veux dire, ils ne vont pas arrêter d'un coup le réseau. Je veux dire, c'est débile. Donc, il y aura une continuité. On vous proposera sans doute une offre alternative. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la question qu'il faut se poser actuellement, en fait. À mon avis. Non, et puis surtout, on arrive à la rentrée, c'est le money time pour s'équiper d'une nouvelle box et d'une nouvelle offre. En plus, on est sur un marché aujourd'hui où on peut changer facilement. Profitez-en.
allez où c'est le moins cher, allez où c'est le plus performant, en fonction de vos besoins. Tu vois, par exemple, on disait, ce genre de box, tu as une famille nombreuse, tout le monde regarde la 4K simultanément au même moment le soir, tu es bien content de l'avoir, cette box. Donc voilà, donc très beau produit. Oui. Et il faut le dire, quand il y a des beaux produits comme ça, et on a une belle année à box. C'est bien, tant mieux. Ça évolue avec le 8 gigabits qui est en train de se propager un peu partout. On l'a pas dit, Orange aussi qui rend à nouveau la 5G gratuite pour les abonnés 4G. Alors, les abonnés 4G, comme l'année dernière, comme pour les JO. Donc voilà, donc la différence de l'année dernière, il faut que vous activiez la formule. Ouais, c'est pas automatique. C'est pas automatique. L'année dernière, c'était automatique, c'était pour désengorger le réseau. Là, c'est vraiment un petit cadeau aux abonnés jusqu'au 20 août. Activez-le sur votre espace client ou si vous recevez un SMS, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Ce n'est valable que pour les abonnés Orange, pas Soch. Et ça, c'est les boulasses. Ouais, c'est les boulasses pour les. Alors que l'année dernière, les abonnés Soch pouvaient bénéficier de la 5G. Ouais. Et moi, je ne comprends pas pourquoi Orange ne propose pas maintenant la 5G de facto sur tous ses abonnements. On est en 2025, les gars. Parce qu'il y a encore des gens qui ont des téléphones 4G. Non, mais c'est même pas ça, Mélinda. Si, parce qu'il faut quand même le dire aux gens qui ont des téléphones qui ne sont pas compatibles pour 3-4 ans, ne cherchez pas à activer l'abonnement 5G, il n'apparaîtra pas. Non, mais quand tu as un téléphone 5G, un iPhone ou un Samsung 5G, et que tu te retrouves avec un abonnement Orange encore en 4G parce que l'option 5G payante, c'est chez tout le monde. Moi, je suis chez Bouygues. Ils viennent de sortir. Il y a encore des gens qui sont 4G et donc ils te proposent pour qui avait un vieux forfait 4G pour 2 € de plus de te passer à la 5G sur les anciens forfaits, pas sur les nouveaux. 2 € de plus pour la 5G. Non, mais je te jure. Arrêtez. Bien sûr. Je te rassure, moi je payais 3 € là. Donc là, ils sont en train de me facturer 5 €, il faut que je leur signale. T'as quasiment doublé ton abonnement. Non, mais voilà. Non, mais après, Orange, c'est aussi un peu la spécialité. On parlait de la Livebox Wi-Fi 7. Qui n'utilisent pas toutes les bandes de fréquences. Toutes les fréquences, c'est un peu débile. C'est un peu, voilà. Alors, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait activer le 6 GHz. Les fripons. Voilà, un peu plus tard. Pourquoi ça, je ne sais pas. Ils n'étaient pas prêts, peut-être. Le gars dit, attendez, on n'est pas prêt pour le 6 GHz. Non, parce qu'on voulait le faire payer 2 €. Voilà, 2 € de plus. Et puis, JD, notre réalisateur, nous posait la question concernant le Wi-Fi de la box 5G. C'est du Wi-Fi 6. Tout à fait. Ça suffit amplement par rapport au débit. Oui, mais de toute façon, 1 gigabit, ça suffit. Le Wi-Fi 7, c'est quand vous avez vraiment un gros réseau, beaucoup d'utilisateurs. Au moins 8 gigas. Et les appareils compatibles aussi, accessoirement. Évidemment, il faut les appareils compatibles. Petite pause, Mélinda, Nico, on revient dans un instant pour poursuivre l'actualité de ce De quoi je me mêle, le dernier avant l'été, les amis. On va repartir avec, 10 heures, on va parler d'Amazon qui préparerait un biopic sur Sam Altman, le patron d'OpenAI, quand même. C'est amusant. C'est croustillant. Puis voilà, d'autres petites actus qu'on a glanées pour vous. Petite pause et on revient bien sûr, c'est De quoi je me mêle, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.